Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Luc Tangor, une affaire qui remonte au début des années 80 et qui concernait un serial violeur. Alors fin 1979, début 1980 à Marseille, un violeur en série sévit avec un peu le même modus operandi. Il menace des femmes avec un couteau ou avec un pistolet factice et leur impose un viol et se sert de lubrifiant pour les violer. Bon, il s'avère qu'en avril 1981, la police, évidemment, qui enquête en fait dans le quartier où sont commis les viols, va contrôler en fait un jeune homme, un jeune étudiant en sport, Luc Tangor, 22 ans, et va le mettre en garde à vue tout simplement parce que ce jeune homme avait un couteau sur lui, une arme blanche. Or, il s'avère que le violeur sévissait avec un couteau. Il s'avère que Luc Tangor est auditionné et surtout qu'il va être reconnu par les jeunes femmes qui ont été violées. Il va être reconnu comme étant leur violeur. Alors évidemment, ces témoignages oculaires à charge sont très durs pour lui. Et lorsque la police a perquisitionné en fait à son domicile, ils vont retrouver un pistolet factice dont se servait le violeur, mais aussi un imperméable avec des taches de lubrifiant dessus. Or le violeur se servait de lubrifiant. Donc il y a beaucoup de preuves à charge en fait contre Luc Tangor. Et en mai 1983, il va être condamné à 15 ans de prison. Mais entre-temps, en 1982, il y a eu un comité de soutien composé de grandes figures de gauche qui va œuvrer à faire libérer en fait Luc Tangor parce qu'ils sont persuadés qu'il est innocent et qu'il est victime de la justice inique de la bourgeoisie. Alors, vous avez l'historien Pierre Vidal-Naquet, les écrivains Françoise Sagan, Marguerite Duras, Robert Badinter, celui qui a aboli la peine de mort en 82, et Gilles Perrault, l'écrivain communiste qui avait écrit le fameux livre Le pull au vert rouge, où il développait sa thèse innocentiste sur le jeune niçois Christian Ranucci, accusé d'avoir enlevé la petite Marie Dolores Rambla en 1974 et qui avait été reconnu coupable et condamné à mort et exécuté. Je mets des liens vers les vidéos que j'ai fait sur l'affaire du pull au vert rouge. Parce que, évidemment, Luc Tangor, lui, il n'a jamais avoué, il a toujours crié son innocence, qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice et qu'il n'a pas le physique de l'emploi. Que son entourage, amical et familial, pense qu'il est inconcevable de voir en Luc Tangor un violeur en série. Et d'ailleurs, Luc Tangor, qui est incarcéré, hurle toujours à l'erreur judiciaire et ses proches et son comité de soutien vont faire campagne en fait pour le faire amnistier par François Mitterrand. Il va y avoir un livre qui va être écrit par une de ses proches, la biologiste Gisèle Tichanet, Coupable à tout prix, l'affaire Luc Tangor, où elle développe en fait la thèse de l'innocence de Luc Tangor, accusé injustement de plusieurs viols. Et cette campagne médiatique qui va être menée notamment par son prestigieux comité de soutien va aboutir à l'amnistie de Tangor en avril 1988 par le président François Mitterrand, président socialiste, qui va être réélu d'ailleurs le mois suivant pour un deuxième mandat. Et donc Tangor est libéré en avril 1988. 3 mois après, deux étudiantes américaines qui font du stop, elles sont prises en stop près de Nîmes et par un homme qui conduit une 4L. Et en fait, cet homme va les menacer avec un couteau et va les violer en se servant de lubrifiant. Ça vous rappelle pas quelque chose? Donc évidemment, bon, les deux étudiantes américaines vont porter plainte, elles sont auditionnées par la police. Bon, elles font un portrait robot de leur violeur, elles donnent des indications notamment sur ce qu'ils portaient, sur la voiture, la 4L. Et elles donnent aussi une information assez curieuse. Elles se rappellent qu'à côté du conducteur, il y avait un livre dont elle se rappelle le titre, Coupable à tout prix. Elle se rappelle que de ce titre, Coupable à tout prix. Et les policiers, en fait, n'ont pas vraiment de piste, je veux dire, à creuser, mais bon, il y a un policier qui va se renseigner, en fait, sur ce livre, Coupable à tout prix. Et là, il va tomber sur, il va téléphoner à l'éditeur, il va trouver ça, je veux dire, et la maison d'édition va dire, mais oui, mais Coupable à tout prix, c'est sur l'affaire Luc Tangor, l'affaire d'un violeur en série qui a été condamné par l'État français et qui a eu un comité de soutien qui pensait qu'il était innocent. Et là, ça va faire tilt chez les policiers qui vont faire le rapprochement, évidemment.
On va se dire, mais tiens, c'est bizarre, quoi. Le violeur, il lisait le livre Coupable à tout prix sur l'affaire Luc Tangor, qui est lui aussi un violeur en série. Donc ils vont discrètement enquêter sur Tangor. Tangor habite à cette époque dans la région lyonnaise. Et il s'avère que le jour où le double viol a été commis, il était à une fête de mariage. Mais il s'avère qu'il s'est absenté pendant plusieurs heures de cette fête de mariage qui se passait dans la région lyonnaise. Et matériellement, il avait le temps de descendre dans la région nîmoise pour évidemment violer les deux étudiantes. Surtout que les policiers se rendent compte que Luc Tangor, il a la même voiture que le violeur, une 4L. Et surtout, Luc Tangor va être auditionné par la police et il va être reconnu par les deux étudiantes américaines comme étant leur violeur. Hein, donc ça commence à faire beaucoup. Donc Luc Tangor est évidemment incarcéré et il va être condamné en février 1992 à 18 ans de prison. Alors évidemment, il va continuer dans son entêtement à nier, il va de nouveau crier au complot policier, au complot judiciaire, et il va hurler son innocence. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Alors, déjà, on a l'impression que l'État français, il en veut beaucoup à ce monsieur Luc Tangor. On se demande pourquoi. Hein, c'est peut-être parce qu'il y a quelques raisons à ce que ce monsieur soit condamné pour la deuxième fois. Et là même, l'historien Pierre Vidal-Naquet va dans une tribune dans Le Monde s'excuser d'avoir cru en l'innocence de Luc Tangor et d'avoir fait pression pour le faire amnistier par François Mitterrand, ce qui sera fait en avril 1988. Et il est tout à fait confus que 3 mois après cette libération, rebelote, Tangor a récidivé pour violer 2 étudiantes américaines. Alors Tangor va être libéré en 2000, il aura fait quand même 12 ans de prison, mais il va de nouveau recommencer en 2014, puisqu'il va être mis en examen en 2014 pour agression sexuelle, et il va être condamné à 3 ans et demi de prison en 2019. Et de nouveau, il va crier à l'erreur judiciaire. Vraiment pas de chance, Luc Tangor, on lui en veut vraiment, l'État français lui en veut vraiment. Alors, quelle est la morale un petit peu de cette histoire ? C'est là où je trouve assez intéressante, c'est qu'on peut reprocher cette histoire d'autres grandes histoires judiciaires, comme l'affaire Dominici, l'affaire Christian Ranucci, ou même l'affaire Dany Le Prince. Pourquoi beaucoup de monde ont cru dans l'innocence de Luc Tangor, et notamment son comité de soutien, avec de nombreux intellectuels de gauche. Premièrement, Tangor n'a pas le physique de l'emploi. Comme je l'ai dit, c'est un jeune homme qui n'a pas de problème avec la justice, qui n'a pas de problème avec les femmes. Il est plutôt beau garçon, il est étudiant, donc comment s'imaginer qu'il utilise la force pour avoir des relations sexuelles, alors qu'avec sa séduction, il pouvait sans problème amener les femmes dans son lit, si je puis dire, sans utiliser la coercition. Il n'a pas le physique de l'emploi et c'est important. Et comme le disait Kant, l'écrivait Kant, le beau est relié au bien moral. C'est-à-dire que lorsqu'une personne présente bien, on a du mal à se l'imaginer comme un monstre. Et ça me renvoie à l'affaire du grand serial killer américain Ted Bundy, qui s'est défendu lui-même lors de son procès, qui a été reconnu coupable de plusieurs meurtres, qui a été condamné à mort et exécuté. Ted Bundy, il était plutôt bel homme, il parlait bien, il avait fait des études, il faisait partie de la classe moyenne américaine, et beaucoup de monde le croyait innocent, parce qu'on avait du mal à imaginer ce bel homme commettre des actes aussi atroces. Parce que, comme le dit Kant, le beau est toujours relié au bien moral. Et l'inverse, la laideur physique est toujours associée à la laideur morale. Hein ? Donc, ce physique de l'emploi qu'il n'a pas, ça joue en faveur de Tangor. Et ça a joué aussi dans d'autres affaires. Je pense à l'affaire Dominici. Alors, c'est pas parce que le papy Dominici était beau, mais c'était parce que c'était un beau papy. Comment imaginer que ce papy charismatique, qui pouvait être le grand-père de tous les petits Français, puisse s'être livré à un tel massacre? Ça a joué aussi dans l'affaire Christian Ranucci. Comment imaginer que Christian Ranucci, plutôt beau garçon, qui travaille, qui n'a pas de problème particulier, ait pu massacrer une fillette?
Et ça se passe aussi dans l'affaire Dany Le Prince. Dany Le Prince, accusé d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces, de les avoir massacrés. Comment imaginer que cet homme qui est un honnête travailleur, qui n'est pas spécialement beau, mais qui a des qualités évidentes, il travaille, il entraîne les jeunes au foot, comment imaginer que cet homme, bien sous tout rapport, ait pu commettre un tel massacre? Donc on a toujours du mal à voir un meurtrier qui n'a pas le physique de l'emploi, on a toujours du mal à le voir en meurtrier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'absence d'aveu. Or, dans notre culture chrétienne, l'aveu, c'est fondamental, c'est la preuve ultime, si je puis dire. Rappelons-nous les procès de l'Inquisition, où on faisait avouer les suspects, souvent par la torture, par la question. Souvenons-nous les procès staliniens, aussi. Où, comme les procès de l'Inquisition, on tenait à ce que les accusés avouent, même des crimes complètement fantaisistes. Donc l'aveu, ou l'absence d'aveu, a joué à la faveur de Tangor. Tangor n'a jamais dévié de sa posture innocentiste, il a toujours crié à son innocence et à l'erreur judiciaire. Même devant l'accumulation des preuves à charge. Même devant les témoins oculaires, les victimes qui le reconnaissaient formellement. Il n'a jamais dévié de cette posture. Et ça a joué en sa faveur quand même. Notamment auprès des intellectuels qui l'ont soutenu. Comme disait Gilles Perrault, celui qui a défendu l'innocence de Christian Ranucci dans Le Pull au vert rouge, Gilles Perrault disait comment un homme qui hurle à son innocence, qui est aussi sincère, peut être coupable. Et puis, il y a ce biais de ces intellectuels de gauche, souvent marxistes. Je rappelle que dans l'idéologie marxiste, l'État bourgeois est protégé par la police et par la justice, qui est là non pas pour la justice, mais qui est là pour protéger un système inégalitaire. Il y a toujours cette méfiance de ces gens de gauche, de ces intellectuels de gauche, envers l'institution judiciaire, et la police qui défend l'État bourgeois. Et évidemment, Perrault, qui est un écrivain communiste, a un biais anti-police qui est évident, et anti-justice. Il n'y a qu'à lire son livre Le Pull au vert rouge, où il parle du complot quasiment gendarmo-policier contre Christian Ranucci. Je vous renvoie à mes vidéos sur l'affaire Ranucci, je mettrai les liens au-dessous. Et Pierre Vidal-Naquet, l'historien, un anarchiste, dira en 97 aussi, dans un interview dans le journal Le Monde, qu'il s'est toujours méfié de la justice et de la police bourgeoise. Parce que c'est un anarchiste, et qu'un anarchiste se méfie de l'État, et de ses protecteurs que sont la justice et la police. Donc tout cela a joué en faveur de Luc Tangor, qui a pu surfer, si je puis dire, sur sa bonne tête, sur sa sincérité en hurlant à l'erreur judiciaire et à son innocence, et sur ce biais idéologique anti-police et anti-justice qui est assez présent à gauche. Voilà, je vous remercie, à bientôt.